Chers amis du CNCH, bonjour, Loïc Bell d'Annecy, et bienvenue encore à ce nouveau webinaire qui est vraiment intéressant parce que le CNCH raffole des innovations organisationnelles et les CHU de Clermont-Ferrand a fait preuve d'une belle initiative où ils sont creusés la tête sur des problèmes qui existaient et ils ont créé un parcours de soins qui ne répondait pas à une demande immédiate, comme on peut l'avoir pour les patients en hospitalisation non programmée, comme on peut les avoir pour des patients qui nous sont adressés par des médecins, quels qu'ils soient. Là, c'est vraiment la recherche d'un parcours bien particulier pour une population bien particulière avec une organisation assez chouette. Alors, ils vont nous la présenter et je suis sûr que ça suscitera une belle discussion. Alors, j'ai l'honneur pour ça d'accueillir Benjamin Duban, qui est cardiologue au CHU de Clermont-Ferrand, et Sarah Laroche, qui est IPA en cardiologie au CHU de Clermont-Ferrand. Et donc, à vous la parole, les amis. Merci encore. Merci beaucoup, merci au CNCH de nous proposer de faire une petite présentation de ce qu'on a mis en place à Clermont, effectivement pour le parcours post-infarctus. Euh, Sarah, je vais te laisser passer à la diapo suivante. Donc, cette organisation, on a décidé de la mettre en place suite à un constat vis-à-vis de nos syndromes coronariens aigus. C'est des durées d'hospitalisation en baisse parce qu'on nous demande d'aller de plus en plus vite et puis parce que ça se passe de mieux en mieux, la prise en charge des infarctus. Donc, finalement, on n'a parfois pas de raison purement médicale de garder les gens longtemps. Mais cette diminution des durées de séjour, c'est à l'origine d'une diminution également du temps passé avec le patient et donc de l'éducation thérapeutique, de leur expliquer ce qui leur est arrivé, ce qu'on a fait et ce qu'il va falloir changer. Alors ça, c'est pour le tout venant, mais vous savez, vous voyez bien, par exemple, un ST+, maintenant reste entre 3 et 5 jours à l'hôpital. Un non ST+, peut rester 24-48 heures. Donc, à la limite, si c'est en pleine semaine, il peut avoir accès à une consultation addicto ou diététique relativement facilement parce qu'on a des services maintenant qui ont l'habitude de rapidement appeler pour que les patients soient vus. Mais quand on a des patients, par exemple, qui arrivent le vendredi ou le samedi et qui sortent le lundi, il se passe rien sur le week-end et souvent, c'est des patients qui n'avaient presque pas de communication après un infarctus. Dans les autres constats, on a remarqué, on s'est dit que c'était bizarre de faire ça. Quand on avait des patients qui venaient sur des lésions pluritronculaires, sur des syndromes coronariens aigus, quand on les reprenait à un mois pour une angioplastie de la lésion non coupable, eh ben, c'est des patients qui venaient en hôpital de jour, qui passaient une journée à l'hôpital, mais qui finalement avaient leur coro et chez qui on réévaluait pas forcément les facteurs de risque cardiovasculaire et chez qui on n'allait pas chercher une atteinte polyathéromateuse, chez qui on ne reparlait pas du tabac forcément, à part sur la table de cours rapidement. Euh, Par ailleurs, on est comme un peu partout en France à la traîne en termes de réadaptation cardiovasculaire, principalement parce que les centres, et en l'occurrence le centre de réadaptation avec lequel on travaille chez nous, euh, a du mal à pouvoir récupérer beaucoup de patients. Ils ont du mal, la pénurie de cardiologues, elle touche pas que les cardiologues libéraux, elle touche aussi les centres de réadaptation. Donc pour l'instant, c'était un point un peu bloquant. Et puis dans les consultations de suivi, les patients qui devaient être revus après un infarctus, et ben encore une fois, hein, quand ça tombe le week-end ou quand il faut aller vite pour faire sortir les patients, on leur disait, vous verrez avec votre médecin traitant, il faut prendre un rendez-vous avec un cardiologue. Éventuellement, s'ils insistent un peu, on essayait de leur caler un rendez-vous avec nous. Une fois que le rendez-vous est mis en place, déjà souvent il est un peu tardif. Et puis vous connaissez tous le coup classique du patient qui arrive. Bon, vous avez votre prise de sang. Alors possibilité numéro un, on m'a rien prescrit, je l'ai pas. Possibilité 2, on me l'a prescrit, je l'ai faite, je n'ai pas le résultat. On me l'a prescrit, je l'ai pas faite. J'ai le résultat. C'est rarement finalement qu'on avait des patients chez qui on avait une réévaluation de la biologie et on parle bien sûr pas du reste. Je te laisse passer à la suivante. Donc ça, c'est un constat qu'on avait fait localement et puis la littérature confirmait ça, que globalement en prévention secondaire, on n'est pas bon. Si on prend l'exemple du LDL cholestérol, on voit qu'avec les années, on était de moins en moins à la cible du LDL cholestérol. Alors même si on pourrait avancer que la cible a baissé au fil des années, elle a baissé, mais on a aussi eu les médicaments qui permettaient de le baisser et c'est pour ça que d'ailleurs que les cibles ont baissé et il n'y a pas de raison pour lesquelles on n'arrive pas à atteindre les cibles de prévention secondaire. Suivant. Et donc, du point de vue patient, donc c'est un nouveau chapitre de sa vie qui commence, l'entrée dans la maladie coronarienne. Et ça, faut qu'il l'acquiert,
que c'est pas juste un événement aigu d'une hospitalisation de 3 à 5 jours avec quelques traitements à prendre. C'est vraiment l'entrée dans une pathologie avec des chamboulements, des changements et un certain nombre de questionnements qu'il se pose. Donc, une petite énumération des questions. Pourquoi moi? Pourquoi tous ces traitements et pour combien de temps? Quand dois-je revoir un médecin? À quoi servent tous ces médicaments? Les effets secondaires? Pourquoi dois-je avoir un traitement contre le cholestérol? J'en ai jamais eu, moi, de cholestérol. Pourquoi faire des prises de sang? Mieux manger? Faire du sport? Quoi faire et quoi ne pas faire? Est-ce que je vais avoir une vie normale? Est-ce que ça va revenir? Quand puis-je reprendre le travail? Quand dois-je revoir un cardiologue? Est-ce génétique? D'où la nécessité de proposer donc des parcours de soins adaptés, personnalisés, pluriprofessionnels. Donc ensuite, je ne sais pas si tu voulais faire les objectifs, Benjamin, au niveau donc des Vas-y, objectifs vas-y, qu'on avait vas-y. réfléchis. Donc c'était donc la lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires, dont notamment au niveau du cholestérol, pour essayer d'atteindre la cible de LDL inférieure ou égale à 0,55 ou de diminuer de moitié le taux de cholestérol de LDL de nos patients, de s'assurer de l'organisation du suivi, d'évaluer aussi la qualité de vie, de faire un bilan d'extension de la maladie athéromateuse par un Doppler des troncs supraortiques, de l'aorte abdo notamment, de les orienter vers des centres de réadaptation cardiaque ou de la téléréadaptation quand on a la possibilité, d'avoir des séances éducatives avec consultation pluriprofessionnelle, pharmacien, diététique, addictologue, diabétologue, psychologue et bien d'autres, et de pouvoir utiliser aussi en fonction le numérique en santé. Du coup, le projet qui a germé après avoir réévalué comme ça les besoins des médecins, les besoins des patients, c'est de créer un parcours de soins qui va driver les patients sur toute la première année post-infarctus. Donc, ça s'appelle le PARC, la prévention ambulatoire du risque cardiovasculaire. Je te laisse passer la suivante. Le, la population cible, alors elle a été déterminée par les patients qu'on voulait traiter, mais aussi par les limites qu'on avait en termes de logistique et de capacité d'accueil dans notre service d'hôpital de jour. Donc pour l'instant, ça concernait bien sûr les ST+, et les non ST+. On a limité aux patients de moins de 65 ans vraiment par rapport au volume qu'on voulait accueillir. On a limité ça aux patients qui étaient soit qui n'avaient pas de suivi cardiologique ou alors qui étaient déjà suivis au CHU. Ça, c'était au départ ce qu'on avait décidé, mais finalement, une fois qu'on a présenté un petit peu ça euh, à, à nos collègues libéraux, on a pu proposer cette prise en charge sur la première année à des patients suivis en libéral sans problème, puisqu'après, à la fin de l'année, on redonne la main au cardiologue traitant. Voilà, il fallait que le patient soit d'accord et une autonomie bien sûr compatible avec le passage en ambulatoire. Vas-y. Donc, cette prise en charge systématique de prévention secondaire, concrètement, c'était cette liste-là. Donc, les patients reviennent, on va le voir sur la flèche après, en hôpital de jour un mois après leur infarctus. Si éventuellement ils avaient une lésion non coupable, comme je vous en parlais, à traiter ou une évaluation par un test fonctionnel à réaliser, on profite de ce passage en hôpital de jour pour le faire. On réévalue tous les facteurs de risque, principalement tabac, LDL, diabète chez les patients diabétiques. On fait une réévaluation cardiologique classique, hein, interrogatoire, évaluation des effets indésirables, notamment des problèmes hémorragiques sous double antiagrégant, réévaluation de l'électrocardiogramme, de l'échographie. On fait un bilan d'extension de la maladie athéromateuse avec un Doppler des troncs supraortiques systématique. On reprend les actions éducatives dont tu as parlé à travers plusieurs professionnels. On a un pharmacien qui fait une consultation, on a une diététicienne, une psychologue sur les patients ciblés et on a la dictologue, bien sûr. Et puis, on vérifie avec le patient que le suivi cardiologique a été programmé pour la suite, même si vous verrez que dans la première année, on a programmé les consultations pour les patients. Vas-y. Alors, d'où viennent les patients? Le recrutement, il se fait bien sûr à partir de la coro. Donc, des patients c'est des demandes qui sont initiées par le coronarographiste au moment de l'examen. Si on a des patients éventuellement qui sont pas éligibles à une coronarographie, ça reste maintenant assez rare. On peut aussi les repérer à l'USIC.
sur des syndromes coronariens aigus qui éventuellement ne font pas la coro, mais la grande majorité, c'est le coronagraphiste qui prescrit cette hospitalisation, le médecin de l'USI qui fait la demande auprès de l'IPA. Et le premier rôle de Sarah, là, c'est de voir ses patients, de les rencontrer et de prévoir l'année qui va suivre pour eux. Vas-y. Donc, du coup, c'est un repérage quotidien par moi-même, IPA, où il y a une consultation d'inclusion qui a lieu au lit du patient, donc souvent en service d'USIC, vu que le délai moyen entre 3 et 5 jours. Donc, c'est une course-la-montre pour les patients pour avoir leur coronarographie quand c'est un STEMI, et c'est une course-la-montre pour moi pour les voir avant qu'ils sortent avec la durée moyenne de séjour qui ne fait que de diminuer. Donc, au bénéfice, bien sûr, pour les patients. Donc, je recueille différentes données sur le dossier médical. Je vois avec le patient ses besoins en lui présentant le parcours que je vais vous présenter sur la slide d'après. Et ensuite, je me mets en contact avec l'infirmière de coordination d'hôpital de jour pour programmer une journée. Et voilà, juste pour la première date, on a fait notre première inclusion de patients le 4 avril 2022. Donc le PARC, donc sur la première année, prévention ambulatoire du risque cardiovasculaire, pour vous rappeler l'acronyme, donc de M0 à M12. Donc, comme je vous le disais, la consultation, donc le premier temps après la coro, l'entrée dans ce parcours, c'est la consultation donc en USIC au lit du patient. Cette consultation est d'une durée moyenne qui peut aller de 10 minutes à 3/4 d'heure en fonction des besoins vraiment des patients. Je leur remets à ce moment-là ma petite carte de visite avec mon numéro de téléphone en mode numéro vert. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils n'hésitent pas à m'appeler, tout en leur disant bien que ce n'est pas un numéro d'urgence, que le processus en cas d'urgence reste le même, le 15, le médecin traitant pour toute autre urgence, et ma boîte mail aussi au cas où. Ensuite, on voit les patients à M1 plus ou moins M3, donc dans le premier trimestre post-SCA, sur une journée d'hospitalisation. Donc, on a, par souci logistique dédié, la journée du mercredi. C'est 3-4 patients maximum, donc par semaine le mercredi. Ils rentrent, donc bien sûr, ils sont vus par l'infirmière d'hôpital de jour. Pour le côté administratif, pour le côté des paramètres vitaux et autres. Et en amont de cette hospitalisation, on a un travail remarquable de l'infirmière de coordination qui s'assure que la biologie que je lui ai prescrite sur la phase d'inclusion ait bien été réalisée, et elle récupère les résultats de façon à ce que le jour J, on puisse travailler avec tous les documents et toutes les informations. Elle appelle le patient aussi 48 heures avant pour lui informer des horaires et recueillir encore le consentement du patient, être sûr qu'il est bien au clair avec tous les temps de consultation, et voilà. Donc, ils peuvent, comme le docteur Duban vous le disait, avoir une reprise plus ou moins en coronarographie. Ils peuvent également avoir différents examens en fonction des besoins, échographie de stress, épreuve d'effort. Pour cela, ça se prévoit en amont, et c'est toute la coordination, l'intérêt sur le M0 qui est important. Ils ont systématiquement un électrocardiogramme, une réévaluation échographique, un Doppler, donc des troncs supraortiques, comme docteur Duban vous le disait, pardon, et des sessions d'éducation du patient personnalisées en fonction des besoins aussi, et en fonction de l'accord de ceux-ci. Ensuite, donc, le compte-rendu est bien sûr signé par un médecin senior, donc le docteur Duban pour ce parcours. Et le troisième temps de ce parcours, c'est une consultation à 6 mois externe, donc avec moi-même, qui est d'une durée de 30 à 45 minutes, qui est un point étape où on refait le point sur tout, que ce soit le côté social, la qualité de vie, le retour à l'emploi, le moral, l'alimentation, l'activité physique, dépistage autres, tous les facteurs de risque, bien sûr, examen clinique. Il fait aussi un bilan biologique en amont pour contrôler les différents paramètres et lutter aussi, donc bien sûr, d'être sûr d'être dans les clous sur notre LDL depuis le début.
Et ensuite, à M12, une consultation avec le cardiologue de son choix, que ce soit au CHU ou en libéral ou dans un autre CH périphérique. Pour vous représenter un petit peu le jour type du mercredi, quand il y a au maximum 5 patients, s'il y a coro ou pas coro. Donc, les heures d'entrée des patients diffèrent un petit peu, hein. On ne va pas faire entrer le patient à 8 heures s'il n'a pas d'examen invasif, vu que tous les intervenants, et par souci logistique de salle et de leur disponibilité, c'est plus au niveau du début d'après-midi, donc on adapte un petit peu. Et donc voilà ce que ça représente en termes de charge, de salle et de disponibilité. Sachant que tous les patients n'ont pas forcément tout. Là, c'est vraiment dans le maximum, hein, qu'il y ait les 5 patients qui ont besoin de voir la dictologue ou autre. Voilà, un dernier mot à propos de la gestion du LDL cholestérol en post-infarctus. À Clermont, on a décidé d'être un petit peu plus agressive que les recommandations et on se base sur un consensus français qui avait été déjà publié en 2021. Et vous voyez que chez les patients naïfs de statine qui font une, euh, une nécrose, on est très rapidement, on les traite par statine associée à l'ézetimibe. En fait, dès qu'ils sont au-dessus de 1 gramme par litre de LDL cholestérol, on met d'emblée une statine associée à l'ézetimibe. C'est un petit tableau qui est une prise en charge qui est affichée dans tous nos services et on a quand même bien précisé en dessous, bien sûr, qu'il fallait réévaluer avec les patients si jamais ils avaient déjà eu des statines qu'ils n'avaient pas tolérées à ce moment-là, essayer des statines de plus faible intensité associées à l'ézetimibe et même discuter d'emblée, maintenant que l'indication a été remboursée, les anti-PCSK9 en, en alternative aux statines et ou à l'ézetimibe en cas d'intolérance, en précisant également que les associations statine-ézetimibe sont prescrites très facilement en association fixe pour faciliter l'observance. Et comme dans le cadre des parcs, l'exploration des anomalies lipidiques à 1 mois, elle est systématique. Vas-y, je te laisse passer. Une petite slide pour rappeler les différentes compétences IPA, donc de l'infirmière en pratique avancée. Elles ne sont pas que cliniques, elles ne sont pas que dans le suivi, et pour se rendre compte de la plus-value de nos consultations. Donc, il y a une part d'éthique, bah, ça comme tout métier, une grande part de collaboration, parce que sans collaboration, je pense que c'est le cas aussi de toutes les professions autour du patient, on ne peut pas bien travailler ou bien optimiser. Il y a cette expertise et cet accompagnement plus développé et travaillé que la formation infirmière socle. Une part de leadership bon, bah, qui se construit avec les années de mise en place d'IPA et une part d'évidence-based nursing autour de la recherche paramédicale qui est un élément quand même fondamental et qu'il faut que les IPA en soient pro dedans. Que ce projet pourrait d'ailleurs en faire partie. Et en conclusion, Voilà, en conclusion, je pense que ce parcours, en dehors de l'apport qu'il a pour les patients, c'est un exemple de la place que trouve une IPA dans une équipe de CH ou de CHU. Bon, c'est une relation de confiance. Nous, avec Sarah, on se connaît depuis longtemps. On travaillait ensemble, même avant qu'elle soit IPA, elle était infirmière aux soins intensifs. On se connaissait bien et c'est indispensable, bien sûr, pour travailler ensemble. Il faut bien avoir en tête que l'IPA, c'est pas une simple délégation de tâches, hein. Les prescriptions IPA, on pourra en parler après, Sarah connaît bien le sujet. Les prescriptions par une IPA, elles sont faites en autonomie. Elle ne doit pas nous appeler à chaque fois qu'elle prend une décision médicale, qui peut être une modification d'ordonnance. Voilà. Ça permet de libérer du temps médical. Vous avez vu que c'est un peu notre constat initial, c'était ça, c'était on court partout beaucoup, on soigne beaucoup de patients, mais finalement on a peu de temps avec le patient et avoir la possibilité d'avoir une IPA dans ce genre de parcours, ça permet de rendre au patient du temps d'écoute et du temps d'échange pour avoir vraiment des informations sur la maladie, parce que peut-être parmi vous, il y a des cardiologues libéraux, mais je pense qu'en consultation, ça nous est tous arrivé d'avoir des gens qui n'ont aucune idée de ce qui leur est arrivé et qui pourtant ont été pris en charge pour un infarctus, éventuellement même un univers proximal suboccluse et qui sont sortis au bout de 2 jours.
et qui ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé. Nous, on est aussi conforté dans l'idée que c'est une bonne chose parce qu'on a des retours des patients qui sont vraiment satisfaits d'avoir comme ça plusieurs interlocuteurs et d'avoir plusieurs temps de discussion. C'est-à-dire qu'avec le médecin, ils vont parler de problèmes purement médicaux, mais vous le savez tous aussi, il y a des choses qu'ils abordent pas avec le médecin, des problèmes que ce soit diététique, même tabac, sexologie aussi. Et le fait de multiplier comme ça les intervenants et de multiplier les temps d'échange, ça débloque la parole. Et puis, on essaye, et je pense que là, on a encore des progrès à faire, mais d'organiser un bon relais avec la médecine de ville. Voilà, je pense que c'est un bon exemple de la personnalisation du projet de soins. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre attention et merci au CNCH de nous avoir proposé de présenter notre projet. Notre parcours, c'est plus un projet. Pardon. Ah, on vous entend pas, Monsieur Bell. Je crois que le Ah oui, micro doit être coupé. Voilà, je débloque mon micro. Merci beaucoup de cette présentation et merci de nous montrer cette initiative. C'est vrai qu'il y a plusieurs hôpitaux qui fonctionnent de cette façon-là. Je sais que les collègues de Pau m'avaient expliqué leur façon de fonctionner. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Les hospitalisations sont courtes, les gens ne se rendent pas compte et nous-mêmes, tout va trop vite et on les libère avec une étiquette de maladie chronique qu'il va falloir s'apprivoiser. Maintenant, la démographie médicale est telle qu'il y a des abandons thérapeutiques, il y a des errances, il y a des patients qui n'ont pas de médecin, même pas de médecin traitant. On avait fait une Mm. évaluation, c'est de l'ordre de 20% en fonction avec une variation en fonction des disciplines, mais plus de 20% des patients qui n'avaient pas de médecin traitant. Et donc, il fallait renouveler les ordonnances. Et on imagine bien ces injections de rappel aussi pour adapter les traitements, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas le faire vis-à-vis du bilan lipidique et tout ce que vous expliquez de la relation. Alors, les IPA, on les connaissait bien dans la science cardiaque. On les découvre de plus en plus dans plusieurs maladies chroniques. Si on opposerait l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance coronarienne, est-ce que vous arriveriez à faire un choix dans le domaine de l'intérêt et de la plus-value? alors moi, j'ai pas fait de choix parce que j'ai la double casquette. Donc, je branche dans. Est-ce que la population des coronariens, parce qu'on imagine bien la plus-value dans l'insuffisance cardiaque, vous nous expliquez la plus-value dans l'insuffisance coronarienne, vous-même, est-ce que vous avez l'impression d'apporter une plus-value plus importante dans la maladie corienne ou dans la maladie ou dans l'insuffisance cardiaque? Bon, je pense qu'elle est égale, la plus-value, dans les deux cas, parce que c'est pas du tout les mêmes objectifs, c'est pas tout à fait, ou des fois c'est la même population, mais en tout cas, on n'est pas dans la même problématique. Moi, ce que je rencontre beaucoup, c'est ce ressenti d'entrer dans la maladie. Ils rentrent pas tous les deux dans la pathologie de la même façon. L'insuffisance cardiaque, il comprend très vite que ça va être une maladie chronique. Et après un syndrome coronarien aigu, c'est pas évident et la plupart ne le comprennent pas tout de suite, qui rentrent eux aussi dans une pathologie chronique. Et on L'accident, sait qu'en plus, les deux sont très liés. l'accident sans lendemain, en quelque sorte. Voilà. Mm. J'aime bien cette idée aussi du fait que, alors peut-être, oui, c'est vrai, on n'a pas assez de place en rééducation, et puis peut-être qu'il y a des patients pas forcément à rééduquer, mais en tout cas à éduquer et à suivre de façon très proche dans les premiers temps qui suivent le syndrome coronarien aigu. Et j'ai l'impression qu'on arrive maintenant à bien dissocier un petit peu le patient qui doit aller en rééducation parce qu'il a un mauvais VG, parce qu'il est bourré de facteurs de risque, parce que c'est un type qui est sportif et qui a besoin de reprendre son activité physique, et puis qui a fait un accident très significatif. Le patient intégré dans la vie courante qui bouche une marginale, et puis, alors oui, il faudra bien lui expliquer que c'est une maladie chronique, mais peut-être qu'il n'aura pas besoin de faire de rééducation et de reprendre vite son boulot, pas forcément sédentaire. Et donc, de l'éduquer sans le rééduquer, c'est peut-être une option qui est parfaite. Mhm. Oui, nous, on n'est pas à la place de la réadaptation cardiovasculaire. On a des patients qui font leur passage en réadaptation dans notre clinique habituelle et qu'on revoit malgré tout dans ce parcours sans pour autant que ça fasse doublon parce que très souvent, ils vont à leur réadaptation juste après l'événement. C'est des patients un peu sélectionnés dont vous parlez, hein, éventuellement qui ont une dysfonction VG ou ou qui étaient sportifs. Et ils n'ont pas encore eu le retour à la vraie vie, c'est-à-dire le retour chez eux. Et le fait de les revoir un peu à distance, parce que quand c'est comme ça, on les revoit plutôt 2 mois après leur sortie de rééducation, ben on les revoit et ils peuvent nous poser leurs nouvelles questions à propos de ce qu'ils ont voulu appliquer, qu'ils avaient appris en réadaptation
qu'ils ont voulu appliquer, qu'ils aient réussi ou non dans leur vraie vie. Eh Et ben, merci ça a encore. permis aussi à 3 mois de pouvoir, de pouvoir réorienter vers de la réadaptation des patients qui initialement soit refusaient ou soit Mm. que ça leur avait pas été Ouais. spécialement proposé, que les bénéfices ont été réévalués et à se dire il faut qu'il en bénéficie. Mais bien sûr. Alors encore une fois, merci de partager ces organisations. La médecine, c'est beaucoup de science, mais c'est beaucoup d'organisations aussi. Merci à Sanofi, qui est notre sponsor institutionnel pour ce webinaire. Et puis je vous rappelle le congrès du CNCH, le 20, 21, 22. On parlera de médecine, on parlera aussi d'organisation, on parlera de beaucoup de choses. Et puis surtout, on se verra, ça sera l'occasion de se retrouver. Et c'est un moment et un rendez-vous important pour l'ensemble des praticiens des hôpitaux en cardiologie. Merci encore à vous et vive le CNCH. Merci, au revoir. Merci, au revoir.